derrière lui, je regarde où il va. Il est complètement à gauche. Donc il ne peut pas exprimer son virage, il ne peut pas descendre quand il doit se mettre en appui sur sa jambe droite, c'est pas possible. Donc dès qu'il doit se mettre en appui sur sa jambe droite pour prendre son virage, il reste trop haut. Donc il s'écarte de la porte et il perd du temps. Et son entraîneur, il peut lui gueuler dessus toute la journée, il ne descendra pas plus bas, il ne peut pas. C'est pas possible. C'est ça l'intérêt de l'analyse posturodynamique. Là, on dans le gamin, on identifie le truc. Mais ce qui est important, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le contexte de l'approche mentale, de la performance, mais ce qui est important là, c'est de rassurer ce gamin. Et là, il prend conscience que ce n'est pas de sa faute. C'est juste un problème postural. Basta. Le problème, il est réglé. Donc on va le remettre dans l'axe, il va se rendre compte, il va gonfler l'image de soi, simplement parce qu'il va réussir ce qu'il a toujours voulu mettre en place. Voilà. Et le problème va se régler, accessoirement, il va se régler comme ça. Voilà pour la première partie. Et maintenant, je vais enchaîner sur la deuxième partie, parce que vous avez bien compris que, notamment chez les enfants, on va se retrouver avec des entrées céphaliques, donc visuelles. Et il se trouve qu'en opposition à l'orthopsie, qui est une rééducation de l'œil purement musculaire, eh bien, on a mis en place, puisqu'on s'est dit pourquoi pas, à la clinique, on a mis en place, et même un petit peu avant, on a mis en place l'utilisation du neurotracker qui a été donc créé par l'Université de neurosciences de Montréal et l'équipe du professeur Jocelyn Faubert pour réentraîner les cerveaux en trauma crânien. Et il se trouve que pour réentraîner le système nerveux, et donc là il s'agit exactement du système nerveux, il faut que ce système nerveux soit sollicité au maximum de son potentiel, sinon il ne se passe rien. Un muscu, c'est exactement la même chose, les musculeux. C'est pareil. C'est-à-dire, si vous ne mobilisez pas avec de l'intention la vitesse maximale, eh bien le système nerveux ne peut pas se développer, ou il va se développer vraiment très très peu. Problématique, c'est comment on fait pour développer le système nerveux de manière maximale. En muscu, on sait faire, on accéléromètre. Pour l'œil, en orthopsie, on ne fait pas. Et puis ce monsieur, le professeur Jocelyn Faubert, a eu cette idée de trouver un logiciel d'abord 3D, pour travailler principalement sur l'engramme, qui est le contexte de mémorisation, c'est-à-dire qu'on va, par répétition, on va créer une situation inconsciente, donc un réflexe postural, peu importe, en travaillant sur le système nerveux, donc en 3D. Mais pour arriver à solliciter le système nerveux, il fallait trouver un outil qui nous permette de le solliciter d'abord à vitesse max, et donc de pouvoir être évaluable en temps réel, et de pouvoir incrémenter la charge en temps réel, pour pouvoir solliciter la personne au maximum de son potentiel et trouver le juste milieu, enfin la vitesse de sollicitation qui lui correspond, ce qu'on appelle la carte d'identité perceptive. Voilà. Donc ils ont entraîné les cerveaux en trauma crânien à partir de cet outil, vous allez voir ce que c'est. Et puis ils se sont rendus compte que c'était intéressant parce qu'on passe par la vision, que du coup on augmente la capacité en vision périphérique, qu'on augmente le niveau de concentration, que les gens qui avaient perdu les champs profonds se retrouvent avec des champs beaucoup plus importants, donc retrouvent un contexte social, que les gens qui ne conduisaient plus arrivent à conduire, qu'on crée de nouveaux cheminements neurologiques spécifiques, donc on a accéléré la vitesse, on a accéléré le nombre d'informations qu'on arrivait à prendre dans un laps de temps, donc on gonflait la mémoire séquentielle, on augmentait la vitesse à laquelle on atteignait le contexte de la mémoire séquentielle par le système nerveux, et on augmentait aussi la vitesse de la réponse. Résultat des courses, ils se sont dit, mais ça, chez les sportifs de haut niveau, ça doit être juste incroyable. Allons vers les sportifs de haut niveau. Donc ils m'ont contacté en France, à l'époque, pour essayer de travailler là-dessus, de mettre en place dans le sport de haut niveau, ce que je fais depuis 2012. Et je vous montrerai 2-3 exemples. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que si un sportif capte les informations plus rapidement, et qu'on gonfle la mémoire séquentielle, donc il a accès à plus de données spécifiques en fonction des tâches qui lui seront imposées, il y a de grandes chances qu'il réalise le geste plus juste, et surtout au meilleur moment. Encore fallait-il le prouver, parce qu'on est arrivé à prouver il n'y a pas très longtemps. Donc le sportif qui s'entraîne sur NeuroTracker augmente sa capacité en vision périphérique, prend plus d'informations. Comme il en prend plus, eh bien, elles deviennent par répétition inconscientes. Donc il ne conscientise plus une grosse partie des tâches cognitives, en tout cas perceptives, et il ne se focalise que sur les principales. Donc il perd en émotions négatives, il perd en fatigue, et donc en plus, il augmente sa capacité de temps de soutien, c'est pas inintéressant. C'est un principe assez simple, vous avez un cube en 3 dimensions dans lequel il y a 8 sphères jaunes, 8 balles de tennis. Ces balles de tennis, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être figées dans l'espace, comme l'image de gauche, là, enfin dans le carré, l'image à gauche, ouais, il y en a beaucoup plus, un peu vite, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peu importe, et donc il y en a 8, oui c'est ça, il y en a 8 et elles sont jaunes. Et puis, pendant un laps de temps très court, vous en avez 1, 2, 3 ou 4, ça dépend de ce que vous sélectionnez comme stress, qui se met en orange.
Mais c'est juste pour que vous puissiez identifier les sphères que vous allez devoir suivre. Juste ça. Ça va durer une seconde ou deux. Et au bout d'une seconde ou deux, elles vont toutes revenir jaunes, elles redeviennent toutes jaunes, et elles commencent à bouger dans l'espace, elles s'entrechoquent, elles rebondissent dans les coins, à une vitesse prédéfinie. Et ça va durer 8 secondes. Et pendant ces 8 secondes, vous devez suivre les 4 sphères en même temps, en vision périphérique, bien évidemment, sinon en vision centrale, ça va être compliqué. Et quand elles s'arrêtent, à ce moment-là, elles sont numérotées, et vous devez identifier le numéro des sphères qui était orange au départ. Vous donnez le résultat, la combinaison. Je rentre le résultat dans l'ordinateur. Si le résultat est juste, le logiciel estime qu'à cette vitesse de tracking, vous êtes suffisamment à l'aise. Donc, sur la séquence de 8 secondes qui suit, il augmente la vitesse. Et si vous vous trompez, il la diminue. Et comme ça, il va trouver la vitesse maximale qui vous correspond. Et cette séquence, elle va durer 6 minutes, 20 fois 8 secondes. Pourquoi 8 secondes? C'est pas anodin. Parce que le système nerveux ne peut mobiliser sa capacité maximale, grosso modo, qu'à 8 secondes. Un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend des gens. Pas loin. C'est pour ça que les sprinteurs sur 100 mètres n'accélèrent pas jusqu'au bout. À un moment donné, ils finissent par décélérer. Et donc c'est intéressant, ça veut dire qu'au bout de 6 secondes, vous êtes en survie. Vraiment en survie. Vous avez juste envie que ça s'arrête. Et ça se répète, donc vous êtes au maximum de votre potentiel et systématiquement évalué par la machine. Pourquoi ça augmente votre concentration et de vigilance? Parce que même si vous savez que les sphères vont passer au jaune et qu'ensuite elles vont bouger, vous arrivez à vous faire avoir parce que c'est de manière aléatoire, vous ne savez pas où elles vont. Et vous ne savez surtout pas à quelle vitesse visuelle elles vont partir, même si c'est annoncé. Donc il vous faut les suivre. Pourquoi ça travaille aussi la concentration? Parce que quand elles s'arrêtent, vous passez sur les chiffres. Vous êtes en vision périphérique, hop, elle s'arrête là. Vous allez tourner la tête pour regarder la boule qui est ici avec le chiffre qui est là. Le simple fait de passer ici, vous êtes en vision centrale, c'est une tête d'épingle la vision centrale. Si vous n'avez pas mémorisé les trajectoires et où sont les autres, alors même que vous les aviez jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, eh bien vous les perdez. Donc vous êtes obligé de vous concentrer à ce niveau-là aussi. Et en plus, quand vous avez donné la réponse, vous n'avez pas le temps, ça recommence. Et ça dure 6 minutes. Voilà le principe. Alors ce qu'on appelle les facultés motes, sont les facultés perceptivo-cognitives permettant à l'individu de suivre plusieurs objets ou individus en mouvement. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que quand vous êtes sur des jeunes footeux, par exemple, et c'est souvent ce qu'on fait, l'entraîneur n'arrête pas de dire aux footeux, mais pas pour rugbyman, mais c'est les autres, ne soyez pas attirés par le ballon. Alors dès qu'ils voient le ballon partir là-bas, tout le monde va là-bas. Dans tous les sports, c'est la même chose. Et on passe son temps à leur dire, ne soyez pas attirés par le ballon. Mais c'est parce qu'ils ont peur de le perdre, ils ne savent pas où il est. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de concepts d'entraînement, de vision périphérique, et qui doivent gérer consciemment cette information. Et comme ils la gèrent consciemment, eh bien ils sont obligés de passer en vision centrale, donc la tête tourne, donc ils suivent le ballon. C'est comme ça. Et si on les entraîne d'un point de vue perceptivo-cognitif, c'est ce que j'ai mis en place avec les arbitres de Ligue 1 aussi, quand on a travaillé avec Jean-Michel Prat là-dessus, et qu'ils en ont mis un maintenant à Clairefontaine pour travailler avec eux, c'est justement ça l'idée, c'est qu'en travaillant la vision périphérique, en fait, on n'est plus attiré par le ballon parce qu'on sait où il est. Mais on n'a pas besoin de le regarder. Parce qu'on a gonflé sa vision périphérique. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de répéter. Faites-le. Ne suivez pas le ballon, partez de l'autre côté, utilisez le terrain. Bah non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas, c'est tout, c'est comme ça. C'est parce que la vision périphérique n'est pas suffisamment explorée. Donc ça passera par des jeux spécifiques en vision périphérique et ça passera aussi par un entraînement qu'on appelle perceptivo-cognitif. Voilà. Alors, c'est bon, hop, on l'a vu. Donc avant, ça se passait dans une voûte d'immersion. Donc on se mettait quasiment comme une tente quechua noire, comme ça on était libéré de tous les stress. Et puis on se mettait vraiment, on se mettait dans une condition particulière. Et pourquoi on s'est mis à faire ça au départ? Parce qu'on sait que le système nerveux est identique pour n'importe quelle fonction que vous allez utiliser. Je vous parle, vous regardez, on vous touche, vous êtes en proprioception, vous êtes en fatigue, c'est le même circuit. Et en fait, plus vous utilisez le circuit, plus il y a de données dans le circuit, moins les données sont explorées correctement. C'est-à-dire qu'il y a plus de résistance au déplacement de l'information et au traitement de l'information, notamment si elle est consciente. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer un environnement où on est libéré de tous les stress périphériques. C'est pour ça qu'au départ, pour définir la carte d'identité perceptive d'un individu, on est assis, comme je le suis là, dans une pièce où il n'y a pas de bruit, personne ne parle, et on se focalise que sur les barres. Comme ça, il n'y a pas de proprioception, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de personne qui vous parle, il n'y a rien. Donc le résultat qu'on va obtenir ne peut être que le résultat donc, de cette capacité perceptivo-cognitive qui va faire donc nous permettre, comme on le fera en développé couché ou en VMA, de mesurer votre carte d'identité perceptive spécifique.
Et ce qu'on mesure aussi, c'est qu'une personne qui est mesurée sur une situation, donc assise, vous la mettez debout, elle perd 30% d'efficacité sur la perception. C'est pas rien. D'accord? Une personne non entraînée, si elle n'est pas entraînée, vous la mettez de la position assise à la position debout, elle perd 30%. C'est énorme. Si elle est fatiguée, c'est pire. Donc quand vous êtes dans un match et que les gens ne sont pas spécifiquement entraînés sur la perception, ou même à l'entraînement, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les décisions qui sont prises elles sont pas bonnes, même si à l'origine les gens sont intelligents, connaissent bien les stratégies et savent les appliquer. Ils ne peuvent plus les appliquer parce qu'ils ne gèrent plus les bonnes informations ou la totalité des informations. D'où l'intérêt de l'entraînement perceptivo-cognitif pour augmenter la capacité de l'individu à prendre l'information en entraînement, mais surtout pour qu'il continue le plus longtemps possible à l'intérieur d'un match, par exemple, à sélectionner les bonnes informations et à avoir la meilleure des postures, ce qui créera moins d'inflammation, effectivement moins de blessures, donc ça a une résonance en termes de coût aussi et de performance. Parce qu'on se blesse, notamment à la fin de l'entraînement, parce qu'on n'est plus capable de gérer les informations. Et je parle d'informations qui peuvent être simplement proprioceptives parce que le cerveau ne suit plus. Alors, les études au tout début ont montré qu'effectivement, quelle que soit la population, eh bien, les personnes progressent. Vous mettez un enfant de 6 ans, j'en ai plein, dyslexique, vous mettez une personne, j'en ai eu de 95 ans, d'accord, ça progresse. Et en plus, c'est durable. Donc, quel que soit l'environnement, quelle que soit la personne, d'où qu'elle vienne, de quelle que soit l'activité d'ailleurs, on augmente ses performances perceptivo-cognitives. L'idée, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans la simulation. On augmente la capacité du cerveau et de l'œil à prendre des informations, ce qui veut dire que la retranscription de cette qualité, c'est n'importe où, n'importe quand. C'est je vais faire mes courses, je conduis, je peux faire du basket, je peux faire du hand, je peux faire du pilotage. Ces nouvelles capacités vous permettent de vous adapter à n'importe quel milieu, puisque c'est de la plasticité dont on parle. On augmente la capacité du système nerveux et ça devient permanent. On recrée des nouveaux cheminements neurologiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à régler des problématiques liées aux AVC, à certaines maladies, et à la dyslexie, etc., etc. Parce que la dysorthographie, par exemple, c'est quoi? On va vous dire les 10, moi j'en ai plein, à partir du moment où il rentre, je ne parle plus de 10, je parle de réentraînement de l'œil du cerveau. Au moment où le gamin est en train de faire son L, et il le sait pourtant qu'à un moment donné, il va falloir descendre, il va falloir s'arrêter là-haut, et puis il va falloir redescendre. Mais le problème, c'est quand il arrive en haut, sa main, elle continue l'action motrice, donc elle est engagée, ça y est, donc ça, il sait faire. Et pendant ce temps, son système nerveux il va chercher l'information dans la mémoire séquentielle pour savoir à quel moment il faut descendre. En regardant la position de la main, la position du stylo, le nombre d'interlignes, la vitesse à laquelle il analyse tout ça. Et en fait, il le fait très bien, sauf qu'au moment où il trouve la réponse, eh bien, le bras continue à monter. Et il tourne donc beaucoup plus tard, donc il dépasse la ligne du dessus. Ça, c'est la dysorthographie. Et quand vous entraînez l'œil, qu'est-ce qui se passe? Vous entraînez aussi la capacité à atteindre la mémoire séquentielle, qui existe déjà, ce scan-là. Et donc l'enfant peut avoir une réponse beaucoup plus rapide qu'avant, et donc il va tourner au bon moment. Ce que d'autres gamins font tout à fait naturellement. Ça s'adapte à tous les sports, je vous disais. Donc ça, c'est les premières études, ont été faites par un ancien rugbyman professionnel, donc c'est lui qui m'a mis là-dedans, parce que s'il passe un doctorat en optométrie. Les premières études ont été faites avec le Stade Toulousain, l'équipe de France de rugby. Donc transfert des compétences 3D au sport, par exemple, c'est ça. Vous avez voilà, ce joueur qui doit se positionner sur l'action qu'il va devoir produire, en analysant et en faisant référence à sa mémoire séquentielle sur la position de sa défense. Ils sont de la défense, c'est le regard des mecs, la position, ils sont sur l'avant-pied, ils sont sur l'arrière-pied, ils sont positionnés plutôt vers l'extérieur, vers l'intérieur, ils sont serrés, ils ne sont pas serrés, où est-ce que mon coéquipier, tout ça, ce sont des informations, des centaines d'informations que le cerveau va traiter en allant chercher des références qui ont déjà été vues à l'entraînement. Et c'est comme ça qu'il va prendre sa décision. Et il prendra sa décision, et notamment, non pas en fixant une personne spécifiquement, mais en ayant une vision centrale ouverte. C'est-à-dire qu'il ne va pas se fixer sur un individu. S'il se fixe sur un individu, il se positionne en vision centrale. Ça se fait de manière inconsciente chez les sportifs de haut niveau, notamment ceux qui sont liés à la prise de décision. Donc c'est aussi, nous, on un moyen d'évaluation pour savoir si les gens pourraient avoir cette capacité à jouer un poste décisionnel ou pas. Donc ça, on le fait déjà dans certains domaines. Mais il n'est pas en vision centrale, vous le voyez sur l'image, il est en vision périphérique. Et il attend de décoder certains mouvements pour savoir à quel moment il va faire la passe ou non. Là, c'est ce qu'on fait avec les militaires. Donc on met un deuxième logiciel derrière, un logiciel donc stratégie de tir par exemple. Eh bien le militaire, il doit suivre les sphères en même temps
qu'il suit une image qui a été positionnée en 2D derrière, donc on peut mettre une séquence de jeu, ça peut être un film, ça peut être un pilotage, je ne sais pas si je l'ai mis derrière, mais ça peut être une simulation de tir par exemple, ça peut être ce qu'on veut. Donc derrière ce logiciel en 3D, à condition d'avoir l'autre logiciel qui va avec, et les séquences qu'on a soi-même construites, on peut mettre ensuite une situation, au pilotage c'est ce qu'on fait aussi, une situation qui est très spécifique à l'environnement de l'individu. Par exemple, NBC, sur l'utilisation, on a un truc qui est assez simple, c'est qu'ils font le neurotracker, donc ils suivent les cerfs à des vitesses qui leur sont propres. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi étalonner les NBC, donc en fonction des groupes, la moyenne de perception de ces garçons-là. C'est super intéressant, parce qu'en termes de sélection, quand ils veulent rentrer dans ces groupes-là, eh bien, on leur fait tester le neurotracker. S'ils sont en dessous, a priori, il y a des chances qu'ils ne rentrent pas, ils n'aient pas les capacités cognitives pour rentrer dedans. Par contre, s'ils sont dedans, on va peut-être certainement les prendre, c'est un atout supplémentaire dans l'évaluation. Mais il se trouve que ces mecs-là ont tous une moyenne qui leur correspond. Et cette moyenne-là, ils l'ont faite en montant et démontant l'arme. Bon, c'est une double tâche, c'est un truc assez simple à faire quand on a l'habitude. Mais c'est surtout que quand ils partent en mission, il faut bien comprendre l'utilité du truc, c'est quand ils partent en mission, ils refont le test avec l'arme au point, démontent et remontent l'arme. S'ils sont en dessous de leur seuil habituel, on considère d'un point de vue cognitif, ils ne sont pas prêts, ils sont redirigés vers notre mission parce qu'ils sont dangereux pour eux, dangereux pour les autres. Parce qu'on sait que le neurotracker évalue, on le met dans les commotions cérébrales aujourd'hui, depuis pas longtemps dans le rugby, c'est un bon moyen d'évaluation. On sait que c'est un marqueur, au même titre que la variabilité de la fréquence cardiaque, de la fatigue. C'est-à-dire quelqu'un qui descend au niveau de son registre perceptivo-cognitif et quelqu'un qui cognitivement est fatigué. Vous faites des tests sur des sportifs qui ont une compétition, le lendemain, ils chutent considérablement. S'ils restent bas par rapport à leur système, ils sont malades, ils ont mal dormi, ça chute. C'est vraiment un moyen d'évaluation. Alors ça a des résonances au niveau de la perf, mais ça a aussi des résonances dans le contexte de la santé et surtout de l'apprentissage. J'en parlais avec des profs il n'y a pas très longtemps, il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est normal que les enfants ne puissent pas prendre toutes les informations. Notamment parce qu'on ne les entraîne pas suffisamment là-dessus. Notre logiciel de tir, pareil. Voilà, donc là, ils doivent cibler, ils doivent voir ce qui se passe, prendre une décision, restituer la réponse immédiatement, ou la mémoriser et la restituer après, peu importe. Voilà ce que voit un goal, par exemple, en foot. Ok. Il ne regarde pas le ballon, pas forcément, ce qu'il va regarder, c'est le placement des gens. Ça, c'est intéressant aussi. Il va regarder le placement des gens, il va se positionner en fonction de la trajectoire du ballon, c'est une analyse systémique de base, et à partir de là, il va se positionner. Donc c'est intéressant, plus il est capable d'augmenter sa vision périphérique, plus il sera capable d'inconscientiser les tâches spécifiques à cette action-là, plus il pourra se focaliser, par exemple, sur le ballon. Et donc là, le quarterback, donc, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, je ne sais plus, c'était cet après-midi, mais celui qui a gagné le Super Bowl cette année, c'est un mec qui s'entraîne sur le neurotracker depuis 2012 ou avant. C'est un mec qui dit qu'il vit des situations au ralenti. Il sait qu'il va prendre un tampon, c'est pas un problème, mais par contre, il a l'impression qu'il a largement le temps de faire l'action. Son cerveau va traiter les mêmes informations, mais il en traite tellement qu'en fait, il les positionne dans l'inconscient et il peut se focaliser que sur le reste, que sur ce qui est important. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec les forces spéciales et les pilotes. Pareil en tennis, effectivement, il garde la balle. Ce qui est intéressant, c'est de regarder où positionner le type. Donc on peut le retranscrire dans toutes les données, dans les sports de combat, bien évidemment, j'en parlais cet après-midi. On peut même se retrouver dans une dynamique où à inverser la garde d'un boxeur, justement parce qu'il n'est pas positionné correctement et que son œil ne le permet pas. Taekwondo, donc vous en avez un INSEP, c'est Balvrel qui l'avait fait venir. Au départ, c'est l'aspect psychologique, mais ils l'ont utilisé pour Taekwondo, mais c'est aussi beaucoup utilisé déjà en Angleterre, par exemple. Et quand vous travaillez, vous voyez, chaque point ici est un point à 6 minutes. D'accord ? Là, à chaque point, il y a 6 minutes. Ça veut dire qu'en plus, vous avez une évaluation directe. Au bout de 6 minutes, vous avez un score, ce score, il s'affiche. On peut en sortir un PDF, on peut avoir une évaluation, on peut aligner plusieurs sportifs à certains postes sur le même graphique pour voir où est-ce qu'ils en sont et leur progression. Et après, ça chute, parce que c'est pas régulier, bien évidemment. Parce que quand ça chute, c'est que ça met en évidence des problèmes de concentration, des problèmes de vigilance, des zones d'ombre, la fatigue, on a mal dormi, on a mal mangé, on s'est pris la tête avec son conjoint, par exemple. Donc on peut effectivement se retrouver dans des variations. Mais rapidement, là, vous êtes à 30 sessions, les 12 premières se sont faites assises, les autres se sont faites avec une double tâche. Donc à partir du moment où on se lève, on est en double tâche, et à partir de là, on commence à travailler, on reçoit des ballons, on joue au tennis, on se met en proprioception, on met des fit lights supplémentaires, enfin on essaie de calibrer les stress chronologiques
ça peut être de la prise d'information avec un casque, ça peut être une autre information visuelle. Par exemple, Florian Cazenave, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est un rugbyman professionnel qui a perdu son œil, que j'ai réentraîné, je le mettais sur un écran comme ça, et je lui balançais en plus des balles de tennis au milieu, il fallait qu'il les récupère. Enfin, donc je calibrais pour que ce soit la même dimension des balles, et ensuite je lui envoyais une balle supplémentaire, donc il se retrouvait avec 8, des fois 9 balles, il fallait qu'il les attrape, qu'il les différencie dans ce contexte de 3D, avec un seul œil. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'on s'est aperçu avec Florian Cazenave notamment, qu'en fait il voyait la profondeur. Toutes les études en neurosciences mettent en évidence que la profondeur n'est pas possible, le 3D, si on n'a pas les deux yeux et les deux images côte à côte. Or, c'est faux. C'est bien, c'est intéressant, parce que j'en discutais avec Jocelyn Faubert, qui me disait sur les travaux que tu as fait avec Florian Cazenave, on en est pour des années avec une équipe pour faire une étude de recherche scientifique là-dessus. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait d'études scientifiques sur les monophthalmes, ceux qui ont perdu un œil, parce qu'il n'y en a pas assez pour les études. Donc en fait, on ne sait pas ce qui se passe avec un seul œil. Mais moi, avant l'entraînement de haut niveau, j'ai besoin que les mecs qui voient le ballon, qui sachent où ils sont positionnés. Vous allez voir que sur l'image qu'on va voir sur le reportage de Stade 2, et non seulement ils le voient, mais ils le voient bien, même très très bien. Donc il existe de la profondeur, un système d'adaptation. Imaginez ce qu'on est capable de faire avec un joueur qui a un seul œil, imaginez ce qu'on pourrait faire avec un mec qui en a deux. C'est juste tentaculaire. C'est un environnement qu'on ne développe pas. C'est l'avenir chez le sportif de haut niveau. Bon, de par les études menées autour du neurotracker, nous savons que les réseaux neuronaux nécessaires pour réaliser l'exercice et celui utilisé pour lire une situation complexe, c'est le même, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les doubles tâches, triples tâches, ça vous impacte. Voilà, ça c'est les données par joueur qu'on a utilisées, qu'on a trouvées par exemple. Vous avez les noms, hein. Et là vous vous retrouvez avec des joueurs qui ont des capacités perceptivo-cognitives qui sont importantes. Alors après on se pose la question, est-ce que le demi-mêlée et le 10 par exemple, ou les meneurs de jeu d'une manière ou d'une autre, hein, est-ce qu'ils sont meneurs de jeu parce qu'ils ont cette qualité perceptivo-cognitive, ou on les met là, ou ils sont devenus pertinents parce qu'ils sont à ce poste-là? En fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui s'y prédisposent, c'est ceux qui ont a priori cette capacité-là, et souvent des résilients. On se retrouve à des postes-là, des gens qui ne sont pas forcément puissants, pas forcément épais, et par contre, ils ont cette qualité-là, ce qui les sauve. Et c'est pas inintéressant. Mais si on reprend ce que je viens de dire d'ailleurs, je peux contrer tout à fait ce que je viens de dire. Vous avez Michalak, à l'époque où il était en équipe de France avec Bernard Laporte, c'était le joueur qui impactait le plus de watts à l'impact. Au plaquage. C'était pas le plus épais. Il y a quand même Betsen qui faisait 10 fois plus de plaquage que lui. Et c'est pas le mec qui a la plus grande puissance. Par contre, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions. Dan Carter, c'est la même chose. Ils ne sont pas épais, mais par contre, ils ont une vista qui est incroyable. Et donc, si on était amené à pouvoir imaginer qu'on peut développer ces processus chez tous les autres joueurs, imaginez ce qu'on serait capable de faire. On changerait complètement le cours du jeu. Et même les règles du jeu. Donc on peut effectivement classifier les gens par poste, se rendre compte que ceux qui sont décisionnels sont intéressants. Enfin, sont à des postes, ils doivent être priorisés sur des postes intéressants qui sont justement décisionnels. Et on peut savoir dans une équipe qui a ces qualités ou pas. Je suis allé faire une expertise pour Jacques Brunel, avec l'équipe d'Italie pour le tournoi à destination il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Il y a des joueurs que je ne connaissais pas. J'ai pris les deux demi-mêlées, c'était juste pour voir, et j'ai pris un premier demi-mêlée, il était à 3.0 quasiment tout de suite. L'autre, il était à 0.3, 0.4, il n'arrivait pas à évoluer. Donc je suis allé voir l'entraîneur Philippe, les 3 quarts, et je lui ai dit, ton demi-mêlée, hein, je pense que quand il joue, il prend le ballon, il se lève, il court, et après il décide de ce qu'il va faire. Il m'a dit, comment tu le sais? Je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que le mec, il a une vision périphérique qui est proche de 0. Il ne peut pas. Donc il n'a pas d'analyse de la situation, c'est pas possible. Il m'a dit, en fait, on a un deuxième demi-mêlée, mais en fait, il n'est pas au niveau, on ne fait jamais jouer, et on a connu. Et on ne fait pas jouer, parce qu'il ne peut pas. Inévitablement, il a une lecture, il met la défense dans une facilité de lecture qui est juste incroyable. Et donc dans une incapacité de son attaque à pouvoir se développer. Parce qu'il n'a pas de contexte perceptif suffisant. Donc je vous disais, tous les joueurs qui s'entraînent augmentent leur potentiel, quels que soient les environnements dans lesquels on les a testés, mais plus que ça, c'est que les gens qui s'entraînent en neurotracker, quand vous les mettez en double tâche, vous les mettez en position debout, eh bien ils sont plus impactés par le contexte de la performance, le contexte perceptif. Voilà. Alors, le gain de terrain pour les joueurs les plus entraînés, sur le neurotracker, ça donne à peu près ça. On a des courbes qui fluctuent, mais on a une tendance systématique qui monte. Plus vous entraînez, plus vous progressez. Quel que soit l'âge, quel que soit le poste. Donc voilà les différences par rapport au travail assis et debout. En fait, quand vous travaillez neurotracker assis, vous obtenez une capacité perceptive, on vous met debout,
en fait, vous êtes très légèrement impacté, très très peu au début, et tout de suite vous remontez, en étant debout, surtout si vous êtes vidéodépendant. Et le principe, c'est qu'on vous met une difficulté supplémentaire, donc ici, pour vous faire chuter un petit peu, mettre en difficulté, puis en vous entraînant, vous augmentez votre capacité en double tâche, et on augmente comme ça. C'est comme ça qu'on progresse en neurotracker. Des notions subjectives des entraîneurs et notions subjectives des athlètes entraînés. Eh bien, les entraîneurs disent que les gens qui s'entraînent sur neurotracker augmentent leur niveau de concentration, de réactivité perceptive, de sensibilité à la vision périphérique. Et les joueurs disent la même chose, pas tout à fait dans les mêmes constats. Concentration, réactivité, sensibilité, vision périphérique augmentent aussi. Alors ça, c'est une entrée visuelle en posturologie chez un enfant de 12 ans. Donc un enfant, ce que je vous disais tout à l'heure, latéro-dévié, 12 ans, donc la tête qui penche un petit peu d'un côté. On fait 30 sessions de neurotracker à raison de 30 sessions de 6 minutes. On le retrouve. Donc ça, ce sont les capteurs sur le test, le test scapulaire. On voit bien qu'il y a une différence sur l'image de gauche, et dès qu'on choque le capteur, ça s'aligne. Eh bien, on a travaillé sur ce capteur visuel, parce qu'en l'occurrence, c'est lui qui a été mis en évidence. Et ce gamin, après entraînement, s'est retrouvé ici, c'est-à-dire avec, quand on mobilise les capteurs, une symétrie complètement organisée. Le capteur n'est plus ne crée plus de déficience motrice. Il a fallu que 30 sessions de 6 minutes pour y arriver, on n'a rien fait d'autre. Je fais la même chose sur mon fils, voilà ce qui s'est passé chez lui, aligné. Sur mon fils, c'est exactement la même chose. Vous voyez sur le posture win, pardon. Ce que vous voyez là, les informations que vous voyez, sur les empreintes podales, on a en haut là. Vous avez la jambe gauche, c'est le centre de masse, la jambe droite, c'est son centre de masse. Vous voyez qu'il y a une oscillation importante, ça c'est les yeux ouverts. On demande à mon fils de fermer les yeux, non seulement l'oscillation diminue, mais en plus le centre de masse de la jambe droite se réaligne avec celui de la jambe gauche. Et quand on a fini par l'entraîner sur neurotracker, lui aussi 30 sessions de 6 minutes, alors, comme je disais, il y en a un qui l'a fait en 1 semaine, l'autre en 3 semaines, ça n'a rien changé. On a eu une rééducation immédiate. Et bien quand on le remet ensuite en position, yeux fermés, yeux ouverts, il n'y a plus d'oscillation, il est aligné. Le jeune que vous avez vu, le tennisman, je le mets en situation ensuite de double tâche, entraînement avec les raquettes. Et ce qui m'a été intéressant chez lui, c'est qu'on s'est rendu compte que non seulement il est arrivé à être en double tâche et très efficace sur la perception au bout d'un moment, mais parce qu'on a traité son entrée visuelle, mais c'est aussi qu'on a pu définir que d'un côté, je ne sais plus lequel, il percevait moins bien que l'autre. C'est pas inintéressant ça, lié à sa posture. Donc il a fallu qu'on travaille sur la posture pour qu'il puisse, je l'ai fait avec des gens qui font du squash aussi, donc de pouvoir identifier que d'un côté il perçoit moins bien que l'autre, c'est pas inintéressant. Parce que si vous percevez moins bien d'un côté que de l'autre, qu'est-ce que vous faites de manière inconsciente? Vous vous décalez pour essayer de gagner du terrain sur le côté où vous n'êtes pas bon. Donc ça laisse des portes ouvertes très importantes pour celui qui est en face. Le fait de recentrer tout ça, ça vous permet de vous recentrer sur le terrain et de vous mettre à la bonne position. C'est pas inintéressant. Et là, je vais vous parler des rugbyman monophthales pour vous dire qu'à un moment donné, l'entrée visuelle a un sens. Ça, c'est un jeune. Bon, à l'époque, il était plus jeune que ça. Donc, voilà. C'est juste après le reportage de Stade 2, sa mère m'appelle, elle est petit, mon fils va pas bien, il joue à Clermont, c'est un rugbyman, machin, c'est notre vie, c'est toute sa vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on le regarde, on se rend compte que donc il est aveugle à droite. Okay. Il est aveugle à droite, donc tout son corps s'est organisé, il a perdu l'œil à 12 ans, problème ischémique, et il se retrouve complètement organisé pour anticiper le champ droit. On le regarde au niveau podal, il y a une empreinte podale à droite qui est plus importante. Puis quand vous regardez à la verticale de Barret, vous vous rendez compte que la verticale de Barret est sur sa gauche, donc tout son corps s'est orienté vers la droite pour anticiper. Ça pose une problématique de posture, notamment en musculation aussi, et ça veut dire que le gamin il est systématiquement en anticipation. Très bien. Regardez-le en squat. Donc vous voyez qu'il est complètement en torsion à droite, avec un bon valgus à droite, donc il a tout organisé pour se mettre, pour anticiper ce champ-là. Alors là, la ligne aveugle, c'est facile, il a fait fermer un œil, donc ça part vite. Il n'aime pas ça, je comprends pourquoi. Et puis je l'ai fait travailler sur le neurotracker. Voilà, c'est très simple, c'est le même outil que celui qu'il y a là, c'est pas sur une télévision. Voilà. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, il a 4 sphères à suivre, des lunettes 3D, il est debout, ça a été très rapide. Il va réussir, je crois que il va réussir, je vais dire une bêtise. Ouais. C'est juste, donc ça va monter en vitesse. Vous voyez? Séquence de 8 secondes supplémentaires, il va monter en vitesse. Parfait.
Ça marche aussi, ça va accélérer. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Imaginez faire la même chose en faisant des passes en rugby, en jouant au tennis. Ce garçon aveugle à droite, très rapidement, des trucs simples. Je lui demande... Alors, je lui demande là, je vais lui envoyer des balles sur son champ mort, donc il ne voit rien. Et je vais lui demander de garder donc, sa position, donc les épaules parallèles au mur, le visage fixé contre le mur, dans l'axe du mur, et il faut qu'il déclenche son mouvement que quand il voit passer la balle. Et il doit l'attraper. Donc, il n'y arrive pas tout le temps à pas anticiper, mais en tout cas, il fait ce qu'il faut. Regardez ce que ça donne assez vite. Il est aveugle à droite, hein, on est d'accord? Bon, de temps en temps, il triche un peu. Bon, problème que je rencontre avec lui, c'est que je me disais, ce garçon, à droite, il ne va pas être bon. Je lui fais le même exercice à gauche, il n'attrape aucune balle. C'est là où il voit. Il a tellement anticipé ce périmètre-là qu'il a complètement inhibé son côté gauche. Et c'était hyper paradoxal, c'est la première fois que je voyais ça, en même temps je découvrais l'environnement. Donc il a fallu d'abord réentraîner son champ périphérique à gauche avant de travailler sur son champ périphérique à droite. C'est pour vous montrer qu'à un moment donné, quand vous perdez un œil, vous êtes dans une posture de compensation. Donc si vous avez un geste qui est spécifique, un environnement qui vous y prédispose, vous le virez complètement. Donc on l'a complètement réaligné, tout va bien, il a continué à jouer au rugby, il s'est éclaté. C'est un garçon qui jouait à un moment donné arrière, parce que c'était plus compliqué. Toutes les chandelles, elles tombaient à 1 mètre, 2 mètres devant lui. On a fait 3 jours de travail, plus aucune chandelle n'a été perdue, plus aucune. D'accord? Plus aucune. Là c'est le début, hein. Je commence à travailler, c'est le début, plus aucune. Vous imaginez ce que ça représente. Il a qu'un œil. Là, c'est Florian Cazenave, donc le joueur professionnel qui jouait à l'USAP, qui était équipe de France, qui se retrouve donc avec une perte d'œil. On me demande de le faire travailler, je le fais travailler 3 mois. Il voit mieux avec un œil qu'avec 2, il a des performances incroyables. Et donc ça suppose derrière un reportage de Stade 2. Ça permet aussi de foutre un peu le bordel au niveau de la Fédération française de rugby, qui est obligée de changer au bout d'un moment, ça fait trop de tapage cette histoire, la réglementation de la Fédération qui interdisait donc à un joueur qui avait perdu un organe pair de pouvoir jouer. Il a joué donc en Italie, s'est exilé pendant 3 ans en Italie, il est revenu en France. Pendant 3 ans, on n'a pas travaillé directement sur le NeuroTracker. Quand il est revenu travailler avec moi, avant de retourner à Brive, parce qu'il joue maintenant en top 14, donc avec des lunettes spécifiques, eh bien, sa première session, il était à 95% de sa meilleure perf de 3 ans derrière. On veut dire que c'était permanent. Ça, c'est l'exercice, donc une séquence de 8 secondes et un travail de précision. Donc il est aveugle, lui, à gauche. Et l'idée, c'était de changer sa posture, l'angle de son genou, pour qu'il puisse être plus performant à gauche, parce qu'en plus, il avait une passe à gauche qui n'était pas bonne, à cause de sa rotation. Voilà. Le genre de choses qu'on peut faire. Et ça, vous reculez les balles. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il devait toucher les verres en plastique qui étaient dessus. Donc à chaque fois qu'on fait 8 secondes, on travaille là-dessus. On peut imaginer tout ce qu'on veut autour de ça. Mais il n'était pas bon à gauche, il est devenu excellent à gauche, c'est là où il ne voit pas. Donc avant de vous montrer ce petit morceau de film qui dure 5 minutes et après on aura terminé, donc dans le contexte général de la prise en charge, on va d'abord rechercher un syndrome de déficience posturale. Donc par la verticale de Barré, ensuite on va chercher le capteur nerveux qui est asynchrone et qui est à l'origine de ce déficit. On va traiter bien sûr ce capteur primaire. Donc on va faire des recherches en posturodynamique par un test de squat de profil, test de squat de face et de dos. On va ensuite faire un test de squat jump, alors d'abord en unipodal pour voir ce qui se passe, ensuite en unipodal avec accéléromètre. On peut éventuellement aller faire un test de course en aveugle ou pour en aveugle d'ailleurs, pour analyser la biomécanique spécifique. Et ensuite on traite bien sûr les capteurs et le renforcement musculaire asymétrique en relâchement et en tension. Voilà. Donc c'est ça qu'on va mettre en place, et prioritairement tout ça, toute cette phase-là, il faudrait le faire